Le pachalik d'Alger est gouverné par le Berler-Bey, désigné par le grand seigneur. Il est suzerain des pachas de Tunis et de Tripoli. Mais à Alger, l'influence de l'Ojak, la milice des janissaires venus de Turquie, pèse lourd sur la direction des affaires. Le Berler-Bey exécute le plus souvent les ordres de la porte, mais ne se considère en rien comme lié par les avis du divan de Constantinople. Aussi, le sultan se méfie-t-il de ces rois d'Alger. Il craint de les voir prendre leur indépendance. Les Berler-Bey, quant à eux, se méfient de la milice des janissaires et, pour se protéger de la menace permanente qu'elle constitue pour leur autorité, ils créent un corps de troupes indigènes recrutés parmi les rebelles kabyles. La principale ressource de l'Algérie est la course. Le pays est pauvre, la piraterie est nécessaire à sa survie et selon la formule de Capotrey, l'État algérien se fait corsaire. Il n'y a que la guerre qui nous fasse vivre, déclare un Turc maghrébin à un député de Marseille. Les prises nous nourrissent. Avec la paix, il nous faudra brûler nos vaisseaux et nous retirer aux montagnes. Les véritables maîtres d'Alger sont de fait les capitaines corsaires, les raïs armateurs et commandent eux-mêmes leurs navires et qui sont regroupés dans la puissante corporation de la taïfa des raïs. Il n'y a qu'une minorité de Turcs et d'indigènes parmi les capitaines corsaires. La plupart des raïs sont des renégats issus principalement de Corse, de Sicile, de Calabre ou de Grèce. On y trouve aussi des Vénitiens comme Hassan, le futur maître de Cervantes, des Français comme le Rochelet Soliman, des Anglais, des Flamands comme Simon d'Ança. Ces hommes ont compris qu'une apostasie leur apporterait plus d'avantages que leur misérable province d'origine ne pouvait leur en fournir. Leur bonne connaissance des marines et des rivages chrétiens en fait des corsaires particulièrement redoutables. La vie politique du pachalik d'Alger sera toujours marquée au long de son existence par la lutte permanente d'influence et les conflits souvent sanglants entre raïs et janissaires. Les pachas d'Alger bénéficient d'une autre ressource financière, l'exploitation fiscale des indigènes. Les Beylerbey ont installé des garnisons dans les villes principales du pachalik. Chaque année, ils envoient à travers les provinces des corps expéditionnaires chargés en principe de recouvrer l'impôt, mais qui, de fait, se livrent à un pillage systématique du pays. Lors que ces troupes n'ont pas réussi à détourner ou qu'Alger n'est pas astreint à verser au sultan de Constantinople, va grossir le trésor personnel du Berler-Bey. Mais en Kabylie, les Beni Abbas et les Koukos réussissent à garder une grande indépendance vis-à-vis du pacha et échappent pratiquement au paiement des impôts. À l'extérieur, Alger continue à combattre le chérifat marocain pour la prédominance sur le Maghreb, mais va surtout poursuivre jusqu'en 1574 une longue guerre avec l'Espagne de Charles Quint et de Philippe II. C'est alors que le roi de France François Ier, privé d'alliés dans sa lutte contre Charles Quint, fait, au grand scandale de la chrétienté, alliance avec la Turquie de Soliman le Magnifique. Barberousse aurait, dit-on, servi d'intermédiaire entre Soliman et François Ier pour la négociation de cet accord. Une pareille alliance, nous dit Léon Galibert, présentait un spectacle bien nouveau et bien extraordinaire. D'une part, la Turquie, l'ennemi naturel des États chrétiens, imposait silence et sa haine et à son mépris pour les infidèles, et liait ses intérêts à ceux de la monarchie française, et de l'autre, la France, la nation très chrétienne, faisait cause commune avec l'islamisme et favorisait ses projets de conquête. Mais la France avait en ce moment besoin d'un appui, car elle continuait ses luttes avec l'Europe. Ainsi, en 1535, François Ier signe une capitulation avec les Ottomans, permettant à la France d'installer des consuls dans les échelles du Levant et lui assurant une certaine liberté de commerce en Méditerranée où, effectivement, jusqu'à la fin du siècle, les navires français ne seront plus que rarement attaqués par les corsaires turcs. La lutte s'intensifie entre l'Espagne et l'Empire ottoman pour la domination du bassin occidental de la Méditerranée.
En 1539, Barberousse, capitaine pacha de la flotte du Grand Seigneur, poursuit ses campagnes en Albanie, à Naples et en Espagne. Il prend 25 îles aux Vénitiens et rentre à Constantinople avec 4000 esclaves chrétiens. L'année suivante, près d'Actium, là où 16 siècles plus tôt, la flotte d'Octave combattait celle d'Antoine et de Cléopâtre, il bat la flotte d'Andrea Doria, forte de 167 navires, 80 Vénitiens, 50 Espagnols et 37 appartenant au pape. Les Vénitiens sont contraints de signer un traité peu glorieux, cédant définitivement aux Turcs les îles conquises par Barberousse et payant une lourde indemnité à Constantinople. En 1541, Charles Quint, ne tenant compte ni de l'avis d'Andrea Doria, ni des craintes du pape, décide d'une grande entreprise contre Alger qu'il veut définitivement abattre. L'empereur met sur pied une véritable armada, 65 galères, 451 navires de transport avec plus de 12 000 matelots, un corps expéditionnaire de 22 000 hommes, allemands, espagnols, italiens, 3 000 volontaires, 150 chevaliers de Malte et 1500 cavaliers. La flotte est commandée par Doria. Assisté de Cortés, le conquistador du Mexique, l'empereur prend personnellement la tête de l'opération. Le rassemblement de cet énorme dispositif prend beaucoup de temps. Les retards s'accumulent. La flotte n'apparaît qu'en octobre. La saison est déjà bien avancée, surtout pour les galères qui habituellement ne naviguent guère après l'équinoxe. À Alger, Hassan Ara ne dispose que de 800 Turcs et 5000 auxiliaires à opposer aux chrétiens. Il fait appel aux Morisques réfugiés d'Andalousie, aux Arabes et aux Kabyles. Mais le roi de Koukou, dont la rancune envers les Turcs l'emporte alors sur la haine qu'il voue aux chrétiens, fait descendre de ses montagnes 2000 de ses hommes pour soutenir les Espagnols. Le 21 octobre, la flotte de Charles Quint est au complet. Les galères débarquent les troupes à l'ouest d'Alger. Le 25, Charles Quint arrive à Bab el-Oued, la principale porte de la ville. La victoire semble proche, mais juste avant l'assaut final, la nuit, éclate un orage d'une violence extrême. Il inonde et ravage le camp chrétien. Au lever du jour, au milieu d'un épais brouillard, les Turcs attaquent. Mouillés, les mousquets des troupes impériales sont inutilisables. À la tête du contingent allemand, Charles Quint soutient vaillamment l'assaut. À midi, lorsque la brume se lève, la bataille est perdue. En mer, le désastre est total. La tempête a coulé et brisé sur la plage plus de 150 navires. Les autres ont dû mettre à la voile et s'enfuir. L'empereur abandonne l'artillerie et bagages et avec les débris et son armée marche vers Matifou pour y rembarquer. Charles Quint ne ramènera en Espagne que la moitié de ses effectifs. Il a perdu un tiers de sa flotte. Pour Hassan Ara, la victoire est complète, mais il n'a pas oublié la trahison des Koukos. Avec une armée de 3000 Turcs, 2000 cavaliers arabes, 3000 fantassins berbères et 12 canons, il part les chasser. Mais le roi de Koukou, prudent, refuse le combat et préfère se faire pardonner en payant un lourd tribut au pacha. De cette désastreuse expédition de Charles Quint, la puissance barbaresque retire un renom d'invincibilité et sa haine tenace de l'Espagne lui vaut la sympathie de la France. François Ier en profite pour faire appel au service de Khayr ed-Din dans sa lutte contre l'Espagne. En 1543, on assiste alors à un événement pour le moins étrange, l'arrivée officielle de Barberousse à Toulon, puis à Marseille, où les galères de France baissent leur pavillon pour saluer la capitane du célèbre corsaire. On verra même Henri de Bourbon-Vendôme, comte d'Enghien, l'oncle du futur Henri IV, servir de lieutenant à Barberousse au cours du siège et de la prise de Nice. En 1547, 4 des hommes qui ont marqué cette première moitié du XVIe siècle, François Ier, Henri VIII d'Angleterre, Luther et Khayr ed-Din, disparaissent cette même année. Au XVIIe siècle, Maury, dans son célèbre dictionnaire, fait une narration pittoresque de la mort du vieux corsaire. Je cite: « Quand Barberousse, âgé de 80 ans, s'occupait à Constantinople à remettre la flotte en état et à faire conduire de nouvelles galères, et qu'il ne laissait pas d'avoir plus de commerce avec les femmes, que sa vieillesse et son corps gras et replé comme il était ne lui pouvaient permettre,
il tomba malade d'une diarrhée qui, à la vérité, n'était pas violente, mais qui ne laissa pas, peu à peu, de refroidir les parties. Après que par le conseil d'un médecin juif, il se fut servi durant quelque temps de jeunes enfants qu'on appliquait aux parties malades et que ce remède eut entretenu de force et les esprits, il lui survint une fièvre dont il mourut en 1547. Fin de citation. En même moment, son fils Hassan Pacha, devenu Berlebey d'Alger, s'empare de Tlemcen où il installe une garnison turque. Charles-André Julien fait remarquer que cette occupation permanente de la grande cité de l'Ouest marque la fin des entreprises espagnoles dans l'arrière-pays oranais. En 1552, grâce à l'appui de l'ambassadeur de France à Constantinople, c'est un autre compagnon de Barberousse, le Raïs Salah, qui devient Berlebey d'Alger. Salah Raïs est un terrible guerrier, la terreur du non-chrétien. Il conquiert le sud algérien avec l'aide de Beni Abbas, mais ces derniers s'étant encore une fois révoltés, Salah Raïs s'appuie alors sur la tribu rivale, et c'est avec les Koukos qu'il part lutter contre le royaume marocain. En 1555, Salah Raïs reprend Bougie aux Espagnols, accomplissant ainsi le vieux rêve des frères Barberousse. L'Espagne est alors en proie à de sérieuses difficultés économiques. Au bord de la faillite, le roi Philippe II est incapable de réagir et pour calmer l'émotion de ses sujets, il fait exécuter le malheureux gouverneur de Bougie. À la mort de Salah Raïs en 1556, débute une période de grande confusion à Alger, où complots, assassinats et exécutions se succèdent si rapidement que le récit en devient fastidieux. Mais cette instabilité ne ralentit en rien la guerre contre l'Espagne. Les combats sont sanglants. En 1558, au cours d'une seule attaque manquée contre Mostaganem, les Espagnols perdent plus de 10 000 hommes. En 1559, le traité de Cateau-Cambrésis marque la fin des guerres d'Italie et une trêve entre la France et la Maison d'Autriche. L'Espagne en profite pour modifier profondément sa politique africaine. Les combats avec la Turquie se déplacent vers Tunis, Naples, la Sicile et Malte qui, selon Brodel, constituent alors la frontière séparant la Méditerranée occidentale, dominée par le roi d'Espagne, de la Méditerranée orientale au pouvoir du sultan. Mars 1560, les Espagnols s'emparent de Djerba, mais l'expédition tourne finalement à l'avantage de Dragut, un des plus redoutés des raïs d'Alger. Les Turcs coulent 30 navires espagnols, font 5000 prisonniers, reconquièrent l'île et en exterminent la garnison espagnole dont ils amoncellent les ossements en une pyramide dénommée Borj el-Rous, la tour des crânes. En 1565, les Turcs entreprennent un lent siège de Malte. Dragut y trouve la mort. Un autre corsaire, Ulj Ali, s'y illustre. Il deviendra 3 ans plus tard le dernier Berlebey d'Alger.